Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition Burkina Faso CEDEAO, prise de contact satisfaisante avec le nouveau pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur et de s'assurer à un retour des civils au pouvoir en juillet 2024. Toujours au sommaire de cette édition, Mali-Russie, consolidation. Poutine et Goïta renforcent leur coopération bilatérale. Le président du Mali salue un partenariat gagnant-gagnant avec la République fédérale de la Russie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de l'information sur les antennes de For You Télévision. Nous débutons du côté du Burkina Faso et nous vous l'annoncions justement en titre. La visite de la mission de la délégation de la CEDEAO à Ouagadougou s'est donc achevée le mardi 4 octobre 2022 en fin d'après-midi. La délégation ouest-africaine était venue évaluer la situation au Burkina Faso. Dans ce reportage, revenons pour plus de précisions. À la tête du Burkina Faso, le 30 septembre dernier, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en mission d'information au Burkina Faso s'est dit mardi 4 octobre 2022 à Ouagadougou, satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la présidence burkinabé dans un communiqué. L'ancien président du Niger et par ailleurs médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, dans son discours a salué le rôle extrêmement positif que les autorités religieuses et coutumières ont eu pour arriver à une sortie de crise pour renouer le fil du dialogue. Nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise. Le rôle que ces autorités ont joué pour renouer le fil du dialogue. Ce rôle a été important, ce rôle a été décisif et la délégation de la CEDEAO a tenu à les en féliciter. Au sorti de ces échanges, le médiateur a également fait mention d'un échange franc et fructueux. J'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CEDEAO et les autorités du Burkina. Entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition qui portent sur la reconquête de territoires hors du contrôle de l'État, première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. Je pense que c'est toujours le même contenu sur lequel le travail va se poursuivre avec l'accompagnement et le soutien de la CEDEAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants. Les rencontres se sont tenues à l'aéroport de Ouagadougou où plusieurs dizaines de manifestants affichaient leurs hostilités, brandissant des drapeaux russes et scandant des slogans anti-français et anti-CEDEAO. CEDEAO, ça vous donne une honte. Nous voulons leur dire que le peuple burkinabé est debout. Le peuple burkinabé est debout et ne peut se laisser faire. Ce que le capitaine, les généraux, comme le capitaine patriote et son équipe a fait, c'est la volonté du peuple. Et nous devons être derrière eux. En fin de semaine dernière, les manifestants qui réclamaient encore le départ de Damiba, accusés d'avoir été protégés par le pays rejeté de l'Afrique qu'est la France, avaient brandi des drapeaux russes, demandant un renforcement de la coopération militaire avec Moscou. L'influence russe ne cesse de s'accroître dans plusieurs pays d'Afrique francophone, particulièrement au Mali et en Centrafrique, dans une coopération gagnant-gagnant.
Précisons que le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Nous vous l'annoncions également en titre, le Mali et le Kremlin une nouvelle fois au téléphone. Vladimir Poutine et le colonel Assimi Goïta ont échangé sur l'acheminement des engrais en Afrique et notamment au Mali. De même, au cours de ces échanges, le président russe a également profité pour revenir sur les coopérations bilatérales entre le Mali et le Kremlin. Dans ce reportage, justement, Kouma Bité revient pour plus de précisions. Au téléphone, le Kremlin et Bamako se sont entretenus. Des échanges plutôt fructueux. Au cours de la conversation entre les deux homologues, le président de la Russie a affirmé vouloir distribuer des engrais au Mali. Des engrais bloqués à cause des sanctions occidentales depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un partenariat salutaire pour Bamako. En effet, depuis le mois de septembre dernier, le président Vladimir Poutine avait affirmé que ces cargaisons d'engrais, malgré l'accord conclu entre Moscou et Kiev pour permettre l'exportation des céréales ukrainiens des ports de la mer Noire, restaient coincées dans les ports de l'Union européenne. Selon les informations, le Mali serait en voie de combler son besoin d'engrais d'environ 300 000 tonnes. Ainsi, les dirigeants russes et maliens réaffirment ainsi leur volonté à renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la sécurité afin d'éradiquer les groupes terroristes sur le territoire malien. Et puis parlons de toute autre chose. À présent, nous sommes du côté de la Guinée-Bissau, où justement le président bissau-guinéen, en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est donc rendu à Paris où il a justement rencontré son homologue Emmanuel Macron, le président déchu de l'Afrique. Et au centre des échanges, la situation politique du côté du Burkina Faso. Et justement dans ce reportage, Emma Moto revient pour plus de précisions. C'est en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest que le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo s'est rendu dimanche à Paris où il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Au centre des échanges, la situation politique au Burkina Faso. Durant ces échanges, les deux hommes forts d'État ont évoqué le rôle et même l'engagement politique que pourrait jouer l'institution sous-régionale dans cette nouvelle ère politique du Burkina Faso, notamment en ce qui concerne le respect des engagements qui ont été pris par le capitaine Ibrahim Traoré relatifs aux 7 conditions que l'ex-chef d'État burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait posées bien avant de rendre sa démission. En plus des échanges concernant la situation politique au Burkina Faso, les cas du Mali et de la Guinée ont également été évoqués et passé au peigne fin. Rappelons qu'après le dénouement de la crise au Burkina Faso, qui s'était soldée par la démission de l'ex-chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait au fait de rendre public un communiqué dans lequel il saluait l'ingéniosité des différents partis ayant abouti à un tel règlement pacifique du différend. Vous faites bien de regarder l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. À présent, rendons-nous du côté de la Guinée-Conakry, rendu hier 4 octobre 2022 à la deuxième journée du procès des massacres du 28 septembre 2009. La défense de l'ancien président accusé de plaider pour que Moussa Dadis Camara ait donc annoncé devant la cour qu'il plaidera non coupable des faits lui étant reprochés dans cette affaire. Prenons plus de précisions dans cet élément que signe Kouetchou. Conakry, le mardi 4 octobre 2022, la deuxième journée du procès en cours des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit. Appelé à la barre, l'ancien président guinéen et principal accusé dans cette affaire ne s'est pas longuement expliqué devant les juges. Il a juste plaidé non coupable des faits à lui reprocher. Avant que l'audience ne s'enlise, la Cour a eu à demander pour une première fois à un accusé parmi les 11 inculpés s'il reconnaissait les faits. Le commandant Moussa Traoré a répondu qu'il plaidait non coupable. Les massacres du 28 septembre 2009 font référence à l'un des événements les plus meurtriers qu'ait connu la Guinée.
Au moins 157 personnes avaient perdu la vie suite à des actions de l'armée qui avaient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui manifestaient au SAD du 28 septembre de Conakry. Moussa Dadis Camara et plusieurs de ses anciens ministres sont jugés dans cette affaire dont le procès justifie la présence en Guinée de l'ancien président qui fut durant plus de 12 ans en exil. Écroué durant la tenue de ce procès, l'un des faits majeurs de la deuxième journée de l'audience fut également la demande formulée de la défense de Dadis Camara pour une libération sous condition ou à défaut son placement en résidence surveillée. Et puis, mesdames, messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent et nous allons tout droit du côté de l'Éthiopie où justement une lueur d'espoir apparaît donc après 2 ans de conflit armé dans le Tigré, c'est en Éthiopie. Eh bien, le gouvernement éthiopien a donc rendu favorable à l'invitation de l'Union africaine à des prochains pourparlers de paix et affirme d'ailleurs être prêt à donc respecter une cessation des hostilités imminentes et même mutuellement accepter ceci afin de créer une atmosphère très favorable. Et prenons plus de précision dans ce reportage où justement Emma Moutou revient pour plus de précision. Le gouvernement éthiopien a annoncé dans un communiqué avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Union africaine à des prochains pourparlers de paix avec les rebelles de la région du Tigré. Les autorités rebelles du Tigré en conflit avec le gouvernement fédéral éthiopien n'ont pas répondu dans l'immédiat. Nous communiquerons les détails au moment opportun en consultation avec les parties, a déclaré Eba Kalondo, porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Après 5 mois de trêve qui avaient laissé entrevoir des espoirs de négociation de paix, les combats ont repris le 24 août 2022 dans le nord de l'Éthiopie entre les rebelles tigréens et l'armée fédérale éthiopienne, épaulée par des forces des régions frontalières du Tigré et passées de l'Érythrée. L'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, est revenu dans la région depuis le 3 octobre, après une précédente visite en septembre, pour parvenir à une cessation immédiate des hostilités dans le nord de l'Éthiopie et soutenir le lancement des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Rappelons que le conflit dans le nord éthiopien a commencé en novembre 2020, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour déloger les dirigeants du gouvernement régional qui contestaient son autorité et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires sur place. Selon des sources concordantes, les forces fédérales et régionales éthiopiennes et les troupes érythréennes ont depuis la reprise des combats pris le Tigré en tenaille, menant des offensives depuis les 4 points cardinaux. En septembre dernier, l'armée de l'Érythrée a franchi les quelques 500 km de frontières séparant le pays du nord du Tigré, mais a peu progressé et les positions sur le terrain ont peu bougé ces dernières semaines malgré des combats meurtriers. Le bilan de cette guerre meurtrière est inconnu, mais elle a déplacé plus de 2 millions de personnes et plongé de centaines de familles d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine selon l'ONU. Région de 6 millions d'habitants, le Tigré est en outre privé depuis plus d'1 an d'électricité, de télécommunications, de services bancaires ou de carburant et l'ONU a totalement interrompu l'acheminement de son aide humanitaire depuis la reprise des combats. Et puis parlons économie à présent, le nouveau règlement portant organisation et même fonctionnement du marché financier d'Afrique centrale est désormais disponible. Le texte de 61 pages et de 189 articles vient de remplacer celui de 2009 qui justement affichait déjà de nombreuses insuffisances au vu de l'évolution du secteur et des besoins des acteurs. Galebo Kea pour plus de précision. La zone CEMAC vient de se doter d'un nouveau socle juridique pour encadrer le fonctionnement du marché financier. Le texte qui a été rendu public cette semaine par la COSUMAF, le gendarme du marché financier dans la région, intègre de nouveaux produits financiers comme les jetons ou actifs numériques. Ils intègrent également les prestataires de services actifs numériques, des professionnels d'investissement agréés pour offrir ces services. Leur champ d'action tourne autour de la conservation d'actifs numériques pour le compte d'un tiers, achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l'exploitation d'une plateforme d'actifs numériques. Avec son nouveau règlement, la COSUMAF se met au diapason d'autres régulateurs comme l'AMF en France, qui a intégré ses actifs depuis 2018 et octroyé à ce jour une trentaine d'agréments. Elle vient surtout sortir l'activité de la clandestinité et intervient au moment où les citoyens de la région manifestent de plus en plus un intérêt particulier pour les crypto-monnaies.
Pour les amoureux de la finance digitale, il faudra encore attendre un moment, le temps pour la COSUMAF d'élaborer un texte d'application qui précisera à la fois les conditions de délivrance d'agrément des PSAN, mais aussi le type et le fonctionnement des actifs agréés. Dès lors, il deviendra possible de procéder à un appel public à l'épargne en émettant des crypto-monnaies. Ce nouveau cadre réglementaire entre en vigueur au moment où le sujet fait des émules dans la région avec l'adoption par la République centrafricaine du Bitcoin et du Sangocoin comme monnaie ayant cours légal aux côtés du franc CFA. Un projet pour lequel la Commission bancaire d'Afrique centrale avait marqué sa désapprobation en interdisant en début mai 2022 aux banques et aux autres établissements de crédit de souscrire ou de détenir, d'échanger ou de convertir pour leur propre compte ou pour le compte des tiers, les crypto-monnaies ou monnaies virtuelles de quelque nature que ce soit. Il sera donc intéressant de voir comment les deux régulateurs s'ajusteront sur cette épineuse question. Si la COBAC voit en la crypto-monnaie une monnaie concurrente au franc CFA, la COSUMAF considère les offres de placement et d'investissement en lien avec les crypto-monnaies comme des opérations relevant de l'appel public à l'épargne, ce qui relève de fait de sa compétence. Et puis mercredi 5 octobre, le monde entier célèbre donc 6 hommes et 6 femmes qui se battent au quotidien pour l'avenir des élèves. En Afrique en général, mais au Cameroun en particulier, l'on se demande bien si cette journée a encore toute sa valeur, mais surtout quand on sait que les revendications des enseignants sont là déjà depuis plusieurs années. Ici sur le plateau, nous avons avec nous le professeur Wogan Fotso, enseignante et par ailleurs syndicaliste et également anthropologue. Avec elle, bien sûr, sur le plateau, nous tenterons de répondre à certaines questions. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir. Eh bien, la journée internationale de l'enseignant célébrée dans plusieurs pays a-t-elle encore toute sa valeur au Cameroun, surtout quand on connaît les revendications des enseignants depuis quelques années, et particulièrement cette année 2022? Oui, sur le fond, la journée internationale de l'enseignant a toute sa place, mais malheureusement, au regard de la forme, ça pose problème. Parce que depuis de très nombreuses années, comme vous le savez, l'enseignant ne fait plus partie de la priorité dans notre pays. On n'a qu'à faire un tour dans le passé pour voir par exemple le collectif On a trop supporté qui a appelé à la grève en février 2021 et à cette date, leurs différentes revendications n'ont pas été prises en compte. Et l'enseignant en réalité est dans une précarité extrême. Je puis dire ici que on a des enseignants du secteur privé qui gagnent 15 000 francs par mois, 20 000 francs par mois, et ceux du public, là nous sommes au primaire, qui gagnent 125 000 francs. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un environnement comme le nôtre avec moins du SMIC? Parce que comment comprendre que le SMIC soit évalué à 38 000 francs et poussière et que l'enseignant qui est appelé à former, éduquer, transmettre les valeurs ne puisse pas vivre de son travail. Et ces enseignants, pour la plupart, principalement ceux du primaire, de la maternelle et du secondaire, ne bénéficient d'aucune assurance maladie. Donc lorsqu'on prend un montant comme 15, 20, 30 000 francs, même 125 000 francs, on se demande comment ces soldats de la CREI réussissent à s'en sortir au quotidien. Et justement, madame, la rentrée scolaire 2022-2023 donc hérité des perturbations de la fin de l'année dernière. Et de nouvelles grèves justement sont annoncées les 17 et 19 octobre prochains. Et le gouvernement avait promis de répondre aux différentes revendications de ses enseignants, mais ne l'a pas encore fait. Et d'où justement les grèves sont donc annoncées prochainement. Est-ce qu'au vu de tout cela, on peut dire que l'éducation est en péril au Cameroun ? Oui, l'éducation est véritablement en péril parce que les conditions de travail sont essentiellement difficiles, parce qu'il y a des enseignants qui sont parfois affectés dans des espaces où la structure n'existe pas. Vous êtes affecté dans une ville où il n'existe pas d'école et vous devez vous débrouiller par vous-même pour trouver un espace pour enseigner. Et quelquefois encore, lorsque vous êtes affecté dans une ville où l'école existe, non loin de nous ici, du côté de Son Loulou, Cannes et autres, les maîtresses sont recrutées, j'en connais qui sont recrutées depuis 2019, et à cette date, ces maîtresses n'ont toujours pas leur salaire. Comment est-ce qu'on peut affecter une enseignante ou une institutrice dans un espace et plus de 3 ans après,
ces personnes n'ont pas leur salaire. Ce n'est pas seulement ceux qui sont autour de nous, mais le nombre est assez élevé. Pourtant, il est prévu que ces personnels qui sont enseignés qui sont affectés autant pour moi dans nos villes et campagnes puissent bénéficier pour un départ d'une prise en charge relevant de la mairie d'arrondissement ou de la municipalité, et que l'association des parents d'élèves puisse également venir en aide à ces personnes en attendant qu'elles puissent en rentrer en possession de leur salaire. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans un environnement comme le nôtre, on a des personnes sorties de l'ENAM, ont leur salaire le mois suivant, et que ce sont ceux qui ont formé ceux-là qui sont aujourd'hui à l'ENAM ne puissent pas avoir leur salaire 2, 3, 4 ans après. Donc je me demande personnellement comment ces personnes font pour vivre. Parce que quand on est dans une précarité extrême, c'est difficile aussi de s'engager à défendre ses droits. Parce qu'on se dit, si on n'est pas suffisamment militant, on se demande toujours, est-ce que en allant me battre, je vais avoir gain de cause? Et on est dans un espace où on divise le plus souvent pour mieux régner. Parce qu'on va voir, il y a X qui a été recruté par un canal A, Y qui a été recruté par un canal B, et directement, ils ne se sentent pas toujours solidaires des conditions qui sont les leurs. Parce que c'est ahurissant que des gens travaillent dans de telles conditions. Et au lieu de militer pour que ces conditions s'améliorent, mais chacun essaye, comme je dis souvent, de créer son petit péage pour pouvoir joindre les deux bouts. Et justement, madame, est-ce que finalement, vu les lenteurs et justement les différents contours qu'on observe au solutionnement des revendications des enseignants, est-ce que l'enseignant a encore le droit? Est-ce qu'il a raison de penser que l'éducation au Cameroun est relayée au second plan, voire même au dernier? Je pense pour ma part que on est dans une sorte de folklore. On va à l'école parce que il est prévu qu'on aille à l'école, sans que des conditions idoines soient véritablement prises pour que l'élève lui-même s'épanouisse dans l'espace où il se trouve, parce que et que l'enseignant aussi s'épanouisse, parce que l'apprenant et l'enseignant ont un destin commun. Si l'enseignant ne travaille pas dans de bonnes conditions, n'est pas dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison. Cela a pour conséquence un enseignement de mauvaise qualité. Et lorsqu'on observe même ce corps enseignant, il y en a qui y vont comme un pis-aller. Donc après avoir raté X, Y concours, ils se disent, bon, ou ils ne sont pas recrutés dans d'autres secteurs privés ou même parapublics. Ils choisissent d'aller enseigner parce que dans ce corps-là aussi, on va trouver au niveau de la maternelle, du primaire et du secondaire, certains qui ont été formés sur le tas et qui ne font pas d'efforts. Certains qui décident d'offrir, entre parenthèses, leur expertise à un établissement. Parce qu'on va dire ici que l'État, quelque part, a perdu le contrôle. Parce que comment expliquer que dans une ville comme Douala, vous ayez dans certaines écoles privées une enseignante qui gagne 30 000 francs le mois? Comment est-ce qu'on peut gagner 30 000 francs le mois et transmettre le savoir? Parce qu'on nous dit, pour quelques personnes de cette catégorie, c'est la logique selon laquelle le travail éloigne de nous le vice, l'ennui et le besoin. Donc autant y aller, même si ce qu'on gagne ne nous permet pas véritablement de nous en sortir. L'éducation est essentiellement en péril à tous les niveaux, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire ou au niveau du supérieur. Ce d'autant plus qu'on a aussi un nombre important de parents, essentiellement démissionnaires. Ils se contentent d'inscrire les enfants à l'école sans un suivi. Le parent est démissionnaire et l'enseignant est démotivé. L'élève lui-même est démotivé. Quelques-uns sont même traumatisés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder cette vidéo virale où un enseignant est en train de fouetter de manière très violente un élève. Vous voyez, ce ne sont pas des modèles. Parce qu'un enfant, quand il va à l'école, l'école doit être un espace où l'enfant s'épanouit, où l'enfant, quand il se réveille le matin, est content d'aller à l'école. Et lorsqu'on sonne la cloche, il est également content d'aller à la maison. Quand ces éléments-là ne sont pas mis ensemble, il est clair que notre société ne peut que devenir de plus en plus violente. Et l'élève, et l'enseignant, et l'ensemble des personnes qu'il y a autour de nous. Parce qu'il y a tellement d'inégalités lorsqu'on observe le vécu d'un enseignant et le vécu d'autres personnes qui ne sont même pas de la même catégorie que celle des enseignants. Parce que comment expliquer que certaines autorités aient droit à des véhicules flambants neufs à hauteur de 40, 60, 70 millions parfois et que des enseignants tout à côté ne puissent pas
avoir un salaire leur permettant de vivre décemment. Il y a des enseignants, quand vous gagnez 30 000 francs, combien vous payez votre loyer? Combien vous achetez, vous payez votre bouteille de gaz? C'est inimaginable. Et nous qui sommes avec les syndicalistes, nous espérons que à un moment donné, le gouvernement va véritablement s'arrêter pour qu'il y ait, par exemple, le Forum national de l'éducation, parce que un tel forum permettra de parler à bâton rompu afin d'évaluer non seulement le système éducatif camerounais, mais aussi les conditions de vie de toutes ces personnes-là qui dispensent le savoir pour ce que le chef de l'État a l'habitude d'appeler le fait de relance de la nation. Merci à vous, Madame Fotso. Elle était donc le professeur Roguin Fotso, qui est par ailleurs enseignante et syndicaliste, également anthropologue, et a répondu présente sur les antennes de For You Télévision en cette journée dédiée à l'enseignant. Et bien Mesdames, Messieurs, nous fermons à présent cette édition d'information sur les antennes de For You Télévision. Les programmes se poursuivent.